Allons-y. Alors, chers amis, chers camarades, bonjour. Merci d'être présents. La Fédération de la Moselle de la Libre Pensée est heureuse donc de vous accueillir pour cette visioconférence sur un sujet qu'elle n'avait d'ailleurs pas encore abordé, pardon, le problème de Condorcet, la question de l'école publique. Alors, c'est pour nous un sujet fondamental pour la société et la République. Aujourd'hui, d'ailleurs, tout un chacun peut mesurer la dégradation accélérée euh, de l'école publique dans notre pays. Autrefois, d'ailleurs, le ministère s'intitulait ministère de l'instruction publique. Et après 1932, il a changé d'appellation. On a parlé d'éducation nationale. Et aujourd'hui, en fait, le plus souvent dans les médias, on parle de ministère de l'Éducation, tout court. Alors, cherchez l'erreur. Hein. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, l'enseignement privé fait florès. Hein. On peut dire que pendant 45 ans de gouvernement de la Ve République, on a résolument tourné le dos à la promotion de l'instruction publique qu'avait théorisé justement Nicolas de Condorcet au XVIIIe siècle et qu'avait mis en œuvre la Troisième République de Jules Ferry. Avec la Troisième République, avec notamment les lois de Jules Ferry, comme vous connaissez tous, et la déconstruction systématique de l'instruction publique a commencé, à mon avis, en 1975, surtout avec le collège unique du ministre Abi, et ça n'a pas cessé de se poursuivre depuis, avec notamment la contre-réforme de Jospin de 1989, les provocations du ministre Allègre pour les enseignants qui l'ont bien connu, et de bien d'autres, dont la ministre, l'ex-ministre Madame Vallaud Belkacem, et l'actuel ministre Blanquer, hein, des contorsionnistes notoires au niveau de l'éducation. Pourquoi? Parce que leur ennemi, c'est véritablement la transmission des savoirs, c'est l'enseignement disciplinaire, et il faut à tout prix, et le plus bas possible au niveau financier d'ailleurs, adapter l'école à la misère ambiante, à une société civile particulièrement inégalitaire aujourd'hui et hypocrite. Hein. Alors on peut rappeler tous les méfaits. D'abord l'autonomie des établissements, un pédagogisme particulièrement loufoque et contre-productif, une adaptation permanente à la pénurie, l'infantilisation des personnels, des intervenants extérieurs qui se croient tout permis, beaucoup de démagogie dans le fonctionnement et dans la communication, pour les élèves du bavardage en activité en groupe, beaucoup de jeunisme, un management également des personnels de type entrepreneurial. Hein. Tout est fait pour baisser en fait le coût d'instruction publique, de l'école publique, pour dévaloriser aussi les diplômes, baisser le niveau évidemment de l'instruction des jeunes, car on leur promet d'être plus ou moins, sans le dire, de futurs diplômés, chômeurs et des sous-employés qualifiés. Pourquoi finalement? Parce qu'on leur dit qu'il n'y aura plus d'emploi dans l'avenir. C'est ce qui avait été déjà dit par un sous-ministre américain en 1998. Il n'y aura plus d'emploi. Donc comment occuper 80% des travailleurs dorénavant dans l'avenir de la société? Alors, ça n'en finirait pas, bien sûr, de faire le procès dans l'entreprise de désinstruction qui atteint aujourd'hui l'école publique. C'est pourquoi, à mon avis, il faut qu'on revienne vraiment aux fondamentaux de la République. Le grand théoricien de l'instruction publique, j'insiste sur le mot instruction, c'est Nicolas de Condorcet, le fameux philosophe des Lumières,
dont va nous parler notre ami et camarade Nicole Aurini, que je salue et que je connais bien. Alors nous l'accueillons aujourd'hui et nous la remercions de sa participation, de sa contribution. Elle est présidente de la Fédération de l'Aisne, je crois, de la libre pensée. Elle est surtout vice-présidente de la Fédération nationale de la libre pensée, retraitée de l'enseignement, présidente également et là j'y insiste, de l'association pour l'érection du monument des 639 fusillés pour l'exemple, qui a d'ailleurs été inauguré le 6 avril 2019 à Chauny. Nous lui devons beaucoup pour son activité inlassable, qui a permis l'érection du monument en question. Elle a écrit d'ailleurs un livre à ce sujet. Elle intervient également et régulièrement pour célébrer la mémoire du chevalier de la Barre à Abbeville, assassiné à l'âge de 20 ans par la réaction cléricale monarchiste, capable de barbarie en plein milieu du XVIIIe siècle. Et le sujet dont elle va nous entretenir, il est fondamental et je lui cède la parole. Nicole, ton micro, il faut que tu actives ton micro. En bas de l'écran, à gauche. Ça y est, ça marche? Ça y est, c'est bon. À toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Et puis, je vais essayer de satisfaire votre curiosité. Alors, j'avais pensé, donc, bien sûr, parler des principes de l'instruction selon Condorcet, mais peut-être rappeler rapidement qui a été Condorcet, à moins que ça vous semble superflu, je ne sais pas. Non, bon. Je vais quand même en parler un petit peu, donc pour voir un peu quel homme il a été, parce qu'il est quand même très représentatif des philosophes des Lumières, et je crois que c'est intéressant de voir comment au XVIIIe, la pensée s'est affirmée dans bien nombre de domaines, et comment elle a trouvé une réalisation, même si elle a été temporaire, avec la Révolution française. Alors Condorcet s'appelle exactement Jean-Antoine Nicolas Carita de Condorcet. Il est né dans le département où je suis en ce moment, c'est-à-dire le département de l'Aisne, dans un village qui s'appelle Ribemont, et où il a vécu un certain temps. Il est né en 1743. Alors, il y a là-bas, il y a toujours sa maison. Si vous venez dans l'Aisne, vous pourrez visiter la maison de Condorcet. On lui a fait un monument également, je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, il est honoré dans notre département. Sa formation est intéressante. Il a été d'abord l'élève d'un précepteur quand il avait entre 9 et 11 ans, qui était un jésuite. Et ensuite, il a été au collège des jésuites de Reims jusqu'à 15 ans. C'était un élève brillant, mais cette institution scolaire ne lui a pas plu. Il en a même retiré une haine des prêtres qui est resté vivace parce qu'il a détesté les humiliations et l'hypocrisie qu'il a pu constater dans cette institution. Il est donc ensuite allé à Paris à partir de 1758 au Collège de Navarre. Le Collège de Navarre se tenait dans le quartier latin, là où il y avait anciennement, enfin plus maintenant évidemment, mais anciennement l'école polytechnique. Et la grande découverte qu'il a faite au Collège de Navarre, ce sont les mathématiques, qui à cette époque-là n'étaient pas tellement enseignées. Alors, à la fois les mathématiques, et puis aussi il a rencontré d'Alembert, et ça a été essentiel pour sa formation théorique, parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est consacré très largement aux mathématiques. Au point que même dans sa famille, cela a fait problème, parce qu'il était noble, et on voulait qu'il ait une destinée de noble, c'est-à-dire qu'il suive le métier des armes. Et lui, il n'avait aucune envie de faire carrière dans les armes, et au contraire, il voulait faire carrière, si on veut, mais en tout cas dans les sciences et dans les mathématiques en particulier. Donc il a subi, je ne sais pas si le verbe subir est bon, il a été sous l'influence donc d'Alembert, dont on sait tout le travail qu'il a fait avec Diderot, de Turgot, et aussi il a connu Voltaire, avec qui il était devenu ami, et ça a été une influence importante pour sa pensée. Alors, c'est essentiellement un homme des Lumières, c'est-à-dire qu'il se fonde sur la raison, donc les sciences, contre tout ce qui est irrationnel. Il défend la liberté, et notamment, il s'est engagé en faveur de la liberté de culte pour les protestants et les juifs.
il est bien sûr pour la justice et il s'est opposé, enfin il était contre la peine de mort. Et pour l'égalité, donc l'égalité, il a appartenu à plusieurs sociétés contre l'esclavage des Noirs. Alors, il a essentiellement accompli un travail intellectuel, il a été à l'Académie des sciences, et puis mais ce n'était pas un intellectuel qui restait, disons, dans son bureau, mais il s'est engagé dans la vie sociale. Et tout à l'heure, tu l'as rappelé, à propos du Chevalier de la Barre, c'est une affaire qui l'a beaucoup touché. Alors, ça l'a beaucoup touché parce que, bien sûr, ce jeune homme de 19 ans a été brûlé pour ne pas avoir salué une procession. Et ce qui avait aussi beaucoup choqué tout le monde de toute façon, mais il y avait un fait qui avait beaucoup choqué Condorcet, c'est que ce qui a contribué à faire condamner le Chevalier de la Barre, c'est bien sûr le fait qu'il n'ait pas salué cette procession, mais aussi c'est que dans la perquisition qui avait été faite dans son appartement, on a trouvé des livres, bon, bien sûr, mais surtout le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et ça a été catastrophique pour lui. On a trouvé le dictionnaire philosophique de Voltaire, c'était donc, et on savait que quand il passait devant sa bibliothèque, il faisait une génuflexion devant le dictionnaire philosophique. Alors, ne pas saluer la procession et faire une génuflexion devant le dictionnaire philosophique, c'était impardonnable. Et le dictionnaire philosophique a été brûlé en même temps que le Chevalier de la Barre, et on l'avait attaché à son corps. Et Voltaire, quand il avait appris ça, il pensait, avant que le chevalier ne soit mis à mort, il était persuadé que ce que cherchait la justice à ce moment-là, c'était plutôt les philosophes que ce malheureux chevalier qui ne s'était pas signalé, sinon par avoir chanté quelques chansons distancieuses, et puis c'est tout. Et donc, à partir de l'affaire du Chevalier de la Barre, donc 1766, Condorcet s'est battu contre l'intolérance, contre le fanatisme, contre toutes les formes les plus horribles qui existaient à l'époque. Et Condorcet, lui, n'était pas comme Voltaire qui était déiste. Condorcet, lui, il était athée. Et c'est important, je pense, de le dire. Et je disais qu'il s'est toujours engagé dans le sens où il a, à chaque moment de sa vie, et on le voit aussi après pendant la Révolution, il cherche à regrouper tous ceux qui sont d'accord avec lui sur une question ou sur une autre. Et il fonde des clubs, des associations, des sociétés. Et ces sociétés peuvent être très variables. Il en a fondé beaucoup au cours de sa vie, et à chaque fois par rapport à un problème précis sur lequel il voulait pouvoir intervenir. Alors, il est intervenu aussi pour la laïcité de l'état civil. Alors, j'emploie le mot laïcité qui est tout à fait impropre ici, puisque c'est un mot qui n'existait pas à l'époque. Mais enfin, il voulait que l'état civil échappe au clergé. Et il était tout à fait opposé à ce qu'il y ait des dépenses publiques pour un culte, quel qu'il soit. Cela dit, à son époque, le culte, c'était uniquement le catholicisme. Et il disait, de quel droit assujettissez-vous les citoyens aux dépenses d'un culte qu'ils rejettent? Et cette idée donc de la liberté des citoyens était très importante pour lui. Alors bien sûr, au moment de la Révolution, il s'est prononcé très vite pour la République, après la fuite du roi, donc en juin 91, il était pour la République. Et quand l'Assemblée législative, je vais rappeler très rapidement ce qu'il a fait pendant la Révolution, parce que sinon on y passerait beaucoup de temps. Et donc, au moment de l'Assemblée législative, il a été élu président de l'Assemblée législative. Et je pense qu'il faut voir quel était son prestige à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la présidence du comité de l'instruction publique. Et bien sûr, ça s'appelait instruction publique. Et j'y reviendrai. Il a donc fait un rapport qu'il devait lire le 20 avril 1792 devant l'Assemblée législative sur ce que devait être l'école de la République. Et cette lecture du rapport sur l'instruction publique ne s'est pas très bien passée parce que, alors d'une part, Condorcet, c'était un penseur, c'était un mathématicien, c'était un homme qui s'engageait, et c'était pas un orateur, voilà. Et donc, il savait pas trop prendre la parole, on n'entendait pas bien sa voix, et à l'époque, il n'y avait pas de micro. Et donc, quand il a commencé la lecture du rapport sur l'instruction publique, il y a eu beaucoup de brouhaha, et puis surtout, alors là, c'est pas de sa faute, la discussion a été ajournée parce que c'est le moment où on a déclaré la guerre, on a commencé les guerres contre l'étranger. Donc, cette discussion n'a pas eu lieu.
Alors, il avait en même temps publié 5 mémoires dès 1791 sur l'instruction publique. Pendant la Convention, donc au moment de la Convention, il a été élu dans 5 départements, donc dans l'Eure, dans la Gironde, dans le Loiret, dans la Sarthe et dans l'Aisne, donc ce sont départements d'origine, mais il n'avait pas été élu à Paris. Et on peut voir qu'au fur et à mesure de la Convention, son influence s'amenuise. Hein, et parce que, alors d'une part, la situation est de plus en plus tendue, lui ne sait pas bien prendre la parole, et sur plusieurs points, il va s'éloigner, disons, de ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, lors du procès du roi, donc en janvier 93, enfin en décembre d'abord 92, j'ai dit tout à l'heure, il est contre la peine de mort. Et c'est un homme qui est fidèle à ses prises de position. Donc, bien sûr, il vote la culpabilité du roi, mais il ne vote pas la mort. Et ne pas voter la mort du roi à l'époque, c'est une prise de position qui va lui être, bien sûr, reprochée par la suite. Il s'était mis, il avait commencé à travailler, même plus que commencé, il avait beaucoup travaillé à la rédaction d'une constitution, d'une nouvelle constitution, au moment de la Convention. Il avait beaucoup travaillé là-dessus. Mais alors, les événements politiques se succédant à un rythme un peu rapide, son projet ne peut pas être discuté et il est abandonné au profit alors, de la Constitution qu'on connaît comme la Constitution de 93, celle qui se termine par le fait que, que les peuples ont droit à l'insurrection quand ils ont devant eux un gouvernement qui ne convient pas. Et cette Constitution, elle a été faite en très peu de temps, une dizaine de jours peut-être. Et pour Condorcet, lui qui avait travaillé pendant des mois sur un projet, il a trouvé que c'était un travail trop rapide et qui ne pouvait pas être sérieux. Donc là encore, ça l'a trouvé que c'était une parodie de débat. Ensuite, il y a eu les journées insurrectionnelles de fin mai, début juin. Et avec l'arrestation des Girondins, les Girondins, pour beaucoup, étaient des amis de Condorcet. Il a donc protesté contre l'arrestation des Girondins. Et ça a été pour lui disons, ce qui a déclenché l'hostilité contre lui. En juillet 93, il y a un décret d'arrestation contre lui. Alors, pour échapper à l'arrestation, il se cache pendant tout un temps à Paris, dans une maison qui est au centre de Paris, chez une dame qui l'abrite avec beaucoup de courage, parce que c'est dangereux de faire ça. Et donc, il y a un moment où il considère qu'il va la mettre beaucoup trop en danger en restant chez elle, puisque ses biens ont été saisis, sa femme la femme, je n'ai pas dit qu'il s'était marié, mais enfin il s'était marié, et sa femme avait divorcé à ce moment-là uniquement pour pouvoir conserver ses biens à elle et ne pas être complètement dans la misère, tout simplement. Et donc il décide de quitter la maison où il s'était réfugié pendant plusieurs mois et d'aller un peu à l'aventure. Et il reste pas d'ailleurs si longtemps comme ça, parce qu'il est très vite arrêté, reconnu. Il est arrêté à Clamart, il est emprisonné le 27 mars 94, et le 29 mars, on l'a retrouvé mort. Il était condamné à la guillotine. Il n'a pas été guillotiné, on l'a retrouvé mort, sans savoir exactement si c'est un suicide ou si c'est une mort naturelle. Bon, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites là-dessus. On ne sait, je pense que beaucoup penchent pour le suicide. Donc voilà, disons, un très rapide rappel de ce qu'a fait Condorcet, mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est son travail sur l'instruction. Et je pense que sur les principes de l'instruction, parce qu'il avait travaillé d'une part sur les principes et sur toute l'organisation de ce que devrait être une instruction digne de ce nom. Alors, il faut voir déjà d'où on partait, c'est-à-dire qu'avant la Révolution, comment se passait l'instruction ? L'instruction, c'était simple, si je puis dire, c'était une place prépondérante donnée à l'Église, et donc à l'Église catholique, et une doctrine charitable, parce que pour être instruit, il fallait donc payer, donc ne pouvaient aller à l'école que ceux qui avaient les moyens, mais bien sûr, dans leur grande générosité, les prêtres acceptaient de prendre un pauvre de temps en temps, quand ce pauvre leur avait été recommandé par toutes sortes de personnes. Par exemple, un peu plus tard, même nettement plus tard, Jean Massé a pu continuer ses études comme ça. C'est parce que le curé de sa paroisse trouvait qu'il était très intelligent et il a réussi à le faire rentrer, donc par charité, en quelque sorte, dans un collège qui existait à l'époque.
Alors, le taux de scolarisation était dans le Nord-Pas-de-Calais, je prends les régions du nord de la France, là c'était entre 40 et 45%. Et entre un quart et un tiers des hommes savaient lire, 10% pour les femmes. Les maîtres étaient d'une qualité pas forcément terrible, hein, et c'était pas l'instruction qui primait, c'était la morale catholique qui était l'essentiel de ce que l'on apprenait. À la fin du XVIIIe siècle, enfin avant la Révolution, en 1761-62, après un conflit, les jésuites ont été expulsés. Or, c'était eux qui avaient un rôle essentiel, disons, dans l'éducation. Alors, la question de l'éducation intéressait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'ouvrages à cette époque sur ce que devait être l'éducation, des projets, mais qui étaient quand même très souvent semblables à ce qu'était l'école faite par les jésuites. Et donc, quand arrive la Révolution, je crois qu'il faut bien mesurer tout de suite les changements, évidemment, le bouleversement énorme que cela introduit, puisque c'était l'Église qui menait toute l'affaire quand il s'agissait de l'enseignement, et là, d'un seul coup, elle n'y est plus. Donc, la puissance temporelle de l'Église est mise à bas, la dîme est supprimée, on vend les biens du clergé, les congrégations sont dissoutes en 1792, donc il n'y a plus de monopole de l'Église sur l'école, il n'y a pas non plus de liaison entre l'État et l'Église. On est donc dans un monde tout à fait différent dans lequel, disons, des projets autres vont pouvoir avoir lieu. Alors toutefois, l'Église ne reste pas, sans rien dire, je pense à le pape se dépêche, dès la publication de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, avec des encycliques et des textes, condamne évidemment cette prise de position de l'Assemblée française. Et je vais vous en lire un petit passage en français, hein, pas en latin, qui dit « L'effet nécessaire de la Constitution décrétée par l'Assemblée est d'anéantir la religion catholique, et avec elle l'obéissance due au roi. » Et on voit que pour le pape, la religion catholique, c'est bien la royauté d'abord. C'est dans cette vue qu'on établit comme un droit de l'homme en société cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété pour ses opinions religieuses, vous vous souvenez de l'article 10 qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », le pape a bien lu, mais alors, donc, de n'être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée. Droit monstrueux qui paraît cependant à l'Assemblée résulter de l'égalité et de la liberté naturelle à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui étouffe complètement la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme, et le seul qui le distingue des animaux. Dieu, après avoir créé l'homme, après l'avoir établi dans un lieu de délices, ne le menaça-t-il pas de la mort s'il mangeait du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal? Et par cette première défense, ne mit-il pas des bornes à sa liberté? Donc on voit que le climat était bien clair, bien net en tous les cas. Alors, parmi tous les, comme je disais, des projets pour l'enseignement, il y en a eu. Alors, des projets scolaires, je vais bien sûr parler de celui de Condorcet, mais je vais parler aussi un petit peu d'un autre, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il y avait, disons, sur le marché. Alors, un autre projet qui était qui a eu du poids, c'est celui de Lepelletier de Saint-Fargeau. Alors, Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est un noble, et on sait surtout de lui qu'il a été assassiné le 20 janvier 93, parce qu'il venait de voter la mort du roi, et il a été assassiné dans la rue pour avoir voté la mort du roi. Donc il est mort un jour avant Louis XVI. C'était un député de la noblesse aux États généraux, et qui défendait le tiers-État. Et il a été enterré au Panthéon. Alors son projet pour l'instruction, je ne veux pas dire instruction, parce que lui c'est plutôt éducation en fait. Son projet est influencé par l'Antiquité, parce que le XVIIIe siècle, on a quand même beaucoup tourné vers l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, il a choisi l'éducation qui a été donnée à Sparte. Et à Sparte, on sait que c'était une éducation quand même assez particulière. Et influencé aussi par l'Émile, le livre de Rousseau. Alors son projet, c'est donc que l'État prenne en charge
complètement l'existence de l'enfant. Donc, dans le premier degré d'enseignement, monopole d'État, la République prend en charge tous les enfants, les garçons de 5 à 12 ans, les filles de 5 à 11 ans. Ils sont élevés ensemble, en commun dans des internats. Donc, ils sont retirés aux familles. Élevés dans des internats, même vêtements, même nourriture, même instruction, même soins. Principes moraux et professionnels prennent le pas sur le savoir intellectuel. C'est pourquoi je dis que c'est plutôt une éducation qu'une instruction. Il s'agit d'en faire des bons citoyens et qui pensent bien comme on leur demande de penser. Alors, c'est une éducation laïque, mais il y a possibilité d'un enseignement religieux à l'extérieur de l'école. Gratuité totale, donc de ces maisons d'éducation qui sont financées par l'impôt, et c'est donc important pour les enfants pauvres et pour leurs familles, et qui sont ainsi donc délivrés des soucis matériels. À 12 ans, l'enfant est rendu à sa famille, qui peut à ce moment-là lui faire apprendre un métier ou poursuivre des études. Alors, poursuivre des études, donc si la famille en a les moyens, ou autrement, prise en charge des frais d'instruction pour les moins fortunés, à condition qu'ils obtiennent un concours montrant qu'ils sont capables de poursuivre leurs études. Alors, donc ce projet, qui a été établi en décembre 92, qui a été lu le 13 juillet 93 à la Convention par Robespierre, avec enthousiasme. Et projet qui avait aussi l'admiration de Michelet et de Jaurès, sauf sur la question de l'internat. Mais c'est un projet qui n'a pas été adopté. Alors, assez loin de ce projet, quand même, je vais venir maintenant à Condorcet. Alors, Condorcet, lui, il a écrit donc 5 mémoires sur l'instruction publique, donc instruction publique, et il a fait ce discours, il a essayé en tous les cas de faire son rapport devant l'Assemblée. Alors, quels sont pour lui les buts de l'instruction publique? Alors, les buts de l'instruction publique, c'est d'abord rendre réelle l'égalité des droits. Donc, si les droits sont égaux, il faut une instruction publique qui permette à tous d'apprendre. Alors, pour empêcher aussi une inégalité qui entraînerait une dépendance. L'idée de Condorcet, c'est que si on laisse faire une inégalité d'instruction, on établit aussitôt une dépendance pour celui qui est moins instruit à l'égard de ceux qui sont plus instruits. Et c'est donc une tyrannie qu'il faut bien sûr éviter. Et pour Condorcet, la seule autorité, c'est celle de la vérité. Alors, bien sûr, il faut aussi une instruction publique parce qu'il faut enrichir la société, c'est-à-dire que faire en sorte que les lumières soient répandues le plus possible sur tous les citoyens, de façon à faire des progrès dans les professions. Je pense qu'on peut penser au travail qu'avait fait Diderot avec l'encyclopédie et les planches de l'encyclopédie qui montraient comment fonctionnaient les machines et qui permettaient de diffuser le savoir. Il faut continuer ça, bien sûr. Il faut aussi perfectionner l'espèce humaine avec l'idée que si beaucoup de gens sont instruits, eh bien, ça permettra de lutter contre les préjugés, contre les charlatans, contre les superstitions. Et donc, ça ne pourrait être que bien. C'est aussi pour lui une manière de lutter contre la résignation et contre la routine, le savoir devant permettre à chacun de découvrir toujours plus. Il pense aussi que l'instruction publique est nécessaire pour remplir les fonctions publiques. Alors avec l'idée, qui n'est peut-être pas tout à fait pour nous aujourd'hui, mais qu'il faut éviter que les fonctions publiques ne deviennent une profession, qu'il faut pouvoir choisir ceux qui exercent le pouvoir, qu'il faut diminuer la vanité et l'ambition, donc si tout le monde est instruit, ce sera mieux, et qu'il faut former le citoyen. Et former le citoyen, c'est-à-dire qu'il faut former un homme libre, capable de juger par lui-même, de connaître ses droits, de les défendre et de les exercer. Alors, il explique, il dit la chose suivante, je prends un extrait de son texte, un extrait du projet qu'il a présenté à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas voulu qu'un seul homme dans l'Empire pût dire désormais « La loi m'assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m'entoure. On m'a bien appris dans mon enfance ce que j'avais besoin de savoir, mais forcé de travailler pour vivre,
Ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m'en reste que la douleur de sentir dans mon ignorance non la volonté de la nature, mais l'injustice de la société. Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres « La fortune de vos parents n'a pu vous procurer que les connaissances les plus indispensables. Mais on vous assure des moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez les développer, ils ne seront perdus ni pour vous, ni pour la patrie. » Ainsi, l'instruction doit être universelle, c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l'égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire et le temps plus ou moins long que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système tout entier des connaissances humaines et assurer aux hommes dans tous les âges de la vie la facilité de conserver leurs connaissances et d'en acquérir de nouvelles. Bon, donc on voit, disons, le projet dans sa totalité. Alors les principes, bien sûr, c'est l'attachement à la raison et l'attachement aux droits de l'homme, comme je le disais tout à l'heure. Alors, attachement d'abord à l'égalité. Alors, au plan juridique, l'égalité des droits exige une école publique. Condorcet, il est opposé au despotisme éclairé, et pour lui, c'est l'ensemble des citoyens qui doit décider. Si c'est l'ensemble des citoyens qui doit décider, tous doivent avoir accès au savoir. Et je pense que, enfin, c'est un peu plus tardif, mais avec la Révolution de 1848, quand Jean Massé se retrouve devant la Révolution à Paris, les journées révolutionnaires, il est effrayé, pas par la Révolution, non, mais parce qu'il se dit, le suffrage va être universel et les gens ne savent pas lire. Et ça lui fait très peur. Et on voit que Condorcet a pensé à cela. Il faut bien que l'instruction soit publique et qu'elle soit universelle. Si ce sont des citoyens, ils doivent tous être capables de décider, donc ils doivent avoir accès au savoir. Et c'est pourquoi il faut une institution nationale organisée par l'État. Et que toute autre institution ne permettrait pas cela. Et c'est pourquoi il répond à ceux qui disent école publique, mais pourquoi pas des initiatives diverses. Et Condorcet répond, si on laisse des initiatives diverses, ce seront des intérêts privés, si ce n'est pas l'État, ce seront des intérêts privés, donc particuliers, qui seront attachés forcément à la rentabilité de leur entreprise, et du coup, ça ne peut entraîner qu'une inégalité au sens juridique. Alors, je lis encore un extrait de ce qu'il a dit, ce qui est le mieux, je pense. Les principes de la morale enseignés dans les écoles et dans les instituts seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. La Constitution, en reconnaissant le droit qu'a chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de la France, ne permet point d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui, en repoussant les enfants d'une partie des citoyens, détruirait l'égalité des avantages sociaux et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Il était donc nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux. Donc, il y a un mot qu'on ne va pas voir, c'est le mot laïcité, mais je pense qu'on voit ici que l'enseignement est laïque, puisque toute forme d'influence religieuse, quelle qu'elle soit, doit être écartée. Et ça, il le défend avec l'argument de l'égalité de tous, et qu'aucun enfant ne doit être éloigné ou séparé parce qu'il n'aurait pas la religion des autres. Alors, sur le savoir maintenant, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Alors, dans ce sens, enfin, sur cette question, Condorcet répond à Rousseau. Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, considérait que le savoir, que les ignorants, en définitive, étaient opprimés par les savants. Et pour Condorcet, ce n'est pas le savoir qui opprime, c'est l'ignorance, c'est le manque de savoir. Il convient donc de répandre l'instruction. Et il considère que les ignorants sont esclaves, et que chaque individu doit avoir accès au savoir puisqu'il sera amené à voter. Et dans cette affaire, Condorcet, alors là aussi c'est un précurseur, il se prononce pour l'instruction des filles. Jusque-là, il n'en était pas tellement question. Et il constate que la situation des femmes est très difficile, qu'elles ont un travail qui est très dur,
il y en a beaucoup, enfin, 1 sur 10 meurt en couche, la mortalité infantile est très importante, elles sont victimes de nombreux préjugés. Et donc, lui, il est pour l'égalité des droits, il est donc pour l'instruction des filles avec des classes mixtes. Il dit « La mixité est utile aux mœurs, loin de leur être dangereuse ». Bon, alors, il n'a pas été suivi forcément sur tous ces points-là, mais il les a défendus. Alors, liberté. Comment défendre le principe de liberté dans l'instruction? Eh bien, première chose, il dit « L'éducation publique doit se borner à l'instruction ». Alors, au plan religieux, on l'a vu déjà, c'est la séparation entre l'instruction et la catéchisation. Et donc, instruction, oui, éducation, non. Et il explique, là encore je vais citer Condorcet, de quelque opinion que l'on soit, sur l'existence d'une cause première, sur l'influence des sentiments religieux, on ne peut soutenir qu'il soit utile d'enseigner la mythologie d'une religion sans dire qu'il peut être utile de tromper les hommes. Car si vous, Romains, vous voulez faire enseigner votre religion d'après ce principe, un Mahométan doit pour la même raison vouloir faire enseigner la sienne. Direz-vous, la mienne est la seule vraie? Non, car la puissance publique ne peut être juge de la vérité d'une religion. Ainsi, en supposant même qu'il soit utile que les hommes aient besoin d'une religion, les soins, les dépenses qui auraient pour objet de leur en donner une sont une tyrannie exercée sur les opinions et aussi contraire à la politique qu'à la morale. Cette proscription doit s'étendre même sur ce qu'on appelle religion naturelle. Car les philosophes théistes ne sont pas plus d'accord que les théologiens sur l'idée de Dieu et sur ses rapports moraux avec les hommes. C'est donc un objet qui doit être laissé sans aucune influence étrangère à la raison et à la conscience de chaque individu. On voit que les textes de Condorcet ne sont pas loin de nos préoccupations. Et donc, il dit qu'il convient d'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux, et il faut soustraire l'enseignement à la tutelle des églises, bien évidemment. Comme je vous disais tout à l'heure, il a de mauvais souvenirs de son passage dans le collège des Jésuites de Reims, il se souvient de l'affaire du Chevalier de la Barre, il se souvient de bien des batailles menées pour la défense de la science contre les diverses églises. Au passage, vous savez que l'Église disposait d'un index des livres interdits, alors on pourrait jouer à poser la question en quelle année cet index a été supprimé. 1962. Donc, on voit que ça a tenu longtemps. Alors, il faut donc respecter l'indépendance des opinions et séparer la morale et la religion, ne pas enseigner des opinions comme des vérités, là aussi je pense que c'est important. Et une autre idée, il dit, il ne faut pas, enfin la constitution de chaque nation ne doit faire partie de l'instruction que comme un fait. Et donc, il s'agit, et là aussi, au plan politique, c'est très important parce qu'il ne demande pas qu'on instruise les enfants avec l'idée qu'ils sont dans le meilleur des régimes possibles et que l'état politique dans lequel ils vivent est bien. Alors, voilà ce qu'il explique. On a dit que l'enseignement de la constitution de chaque pays devait y faire partie de l'instruction nationale. Cela est vrai, sans doute, si on en parle comme d'un fait. Si on se contente de l'expliquer et de la développer. Si en l'enseignant, on se borne à dire « telle est la constitution établie dans l'État et à laquelle tous les citoyens doivent se soumettre ». Mais si on entend qu'il faut l'enseigner comme une doctrine conforme aux principes de la raison universelle, ou exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme qui rende les citoyens incapables de la juger, si on leur dit « voilà ce que vous devez adorer et croire », alors c'est une espèce de religion politique que l'on veut créer. C'est une chaîne que l'on prépare aux esprits. Et on viole la liberté dans ses droits les plus sacrés, sous prétexte d'apprendre à la chérir. Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Donc là encore, faut-il signer des chartes diverses quand on est une association. Donc, il s'agit de former un citoyen libre, un républicain, et donc c'est à ce citoyen de forger sa propre opinion. Donc Condorcet délimite ce qui relève de l'univers familial, l'éducation,
et il ne porte pas atteinte aux droits des parents, ce qui relève du devoir de l'État, l'instruction, et ce qui relève du libre arbitre de l'individu, c'est-à-dire forger non pas son propre savoir, comme on nous dit maintenant, mais son propre jugement. Alors, les circonstances historiques dans lesquelles il fait cette déclaration, j'ai dit tout à l'heure, il était président du comité d'instruction publique. Il a publié 5 mémoires sur l'instruction publique. Il essaye de lire il commence la lecture de son projet, il peut l'interrompre. Alors, le sujet est repris à la Convention. Plus tard, c'est Robespierre, et Robespierre lit le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, le 13 juillet 93. Mais il y a eu ensuite un décret le 19 décembre 1793, comme quoi l'instruction était obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 8 ans, et on choisit donc le terme d'instruction. On choisit aussi à ce moment-là le terme d'instituteur. Alors c'est un décret qui a été partiellement appliqué, et donc on le constate, ce n'est ni le projet de Condorcet ni celui de Lepelletier de Saint-Fargeau qui a été adopté. Alors que contenaient les 5 mémoires? 5 catégories d'établissements. Des écoles primaires, où on fait alors une école pour 400 habitants. Pour 400 habitants, une école et un maître. Il fallait apprendre donc à lire, à écrire, à compter, mesurer un terrain, un peu d'agriculture, les principes de l'ordre social et la gymnastique. Ça durait 4 ans. Ensuite, les écoles secondaires, où on enseignait essentiellement les mathématiques et les sciences. Donc, il y avait une école secondaire pour 4000 habitants, 2 ou 3 instituteurs, avec une bibliothèque, des instruments météorologiques, des modèles de machines ou de métiers. Ensuite, les instituts pour la formation des maîtres des écoles primaires et secondaires, et un enseignement général pour les élèves. Là, il y avait un institut par département. Enfin, il était prévu, puisque tout ça n'a pas été mis en place. Donc, c'était une rupture avec l'enseignement qui se faisait avant. Il y avait beaucoup moins de latin et plus de sciences. Ensuite, les lycées, donc pour la formation des professeurs et des études plus approfondies en sciences et aussi sur l'Antiquité. 9 lycées pour toute la France. Ça ne fait pas beaucoup, et qui étaient ouverts aux jeunes étrangers. Et enfin, la Société nationale des sciences et des arts, qui s'occupait de la direction des établissements scolaires et de la diffusion des découvertes, qui était divisée en 4 classes: les sciences mathématiques, les sciences morales et politiques, l'application des sciences mathématiques et physiques, et la grammaire, lettres et les arts. L'enseignement était gratuit dans les 4 degrés d'instruction. Les élèves pauvres étaient il était prévu qu'ils soient entretenus aux dépens du Trésor national sous le nom d'élèves de la patrie. Alors, maintenant, ceux qui enseignent, quelle est leur situation? Alors, pour Condorcet, il y a une idée très importante: ceux qui enseignent doivent jouir d'une indépendance professionnelle. L'instruction publique ne doit pas être une instruction d'État. Je crois que là aussi, c'est une question importante. Condorcet disait, alors c'est une toute petite phrase, mais qui est bien importante, entre guillemets, donc, tout pouvoir est ennemi des Lumières. Tout pouvoir est ennemi des Lumières. Il faut donc protéger ceux qui enseignent, ceux qui diffusent le savoir. Il faut les protéger du pouvoir politique et de toutes les interventions. Il faut donc les recruter sur des critères uniquement scientifiques. Et donc, ce que dit Condorcet, je lis encore là un passage: s'il fallait prouver par des exemples le danger de soumettre l'enseignement à l'autorité, nous citerions l'exemple de ces peuples, nos premiers maîtres dans toutes les sciences, de ces Indiens, de ces Égyptiens, dont les antiques connaissances nous étonnent encore, chez qui l'esprit humain fit tant de progrès dans les temps dont nous ne pouvons même pas fixer l'époque, et qui retombèrent dans l'abrutissement de la plus honteuse ignorance au moment où la puissance religieuse s'empara du droit d'instruire les hommes. Donc on voit toujours ce même combat de faire en sorte que les maîtres, les enseignants soient à l'écart de toutes les influences, aussi bien des hommes politiques que des religieux. Alors, il n'interdit pas l'existence d'un enseignement privé, mais en soulignant les dangers, comme je disais tout à l'heure, mais je peux lire là sa phrase, c'est ce qu'il dit: l'émulation que ferait naître entre les professeurs le désir de multiplier des élèves, dont le nombre augmenterait leurs revenus, ne tient pas à des sentiments assez élevés pour que l'on puisse se permettre de la regretter. Ne serait-il pas à craindre qu'il ne résultât plutôt de cette émulation des rivalités entre les établissements d'instruction, que les maîtres ne cherchassent à briller plutôt qu'à instruire, que leurs méthodes, leurs opinions même ne fussent calculées par le désir d'attirer à eux un plus grand nombre d'élèves,
qu'ils ne cédassent à la crainte de les éloigner en combattant certains préjugés, en s'élevant contre certains intérêts. Et il montre que on ne peut pas avoir une grande confiance dans l'enseignement qui serait donné là, dans le sens scientifique de cet enseignement, parce que s'il faut combattre des préjugés, et si ça fait perdre des clients, on peut craindre que dans ce cas-là, on n'ose pas le faire. Donc en conclusion, on voit que son plan est très important, mais surtout les principes, je pense qu'il nous donne, à savoir l'égalité, c'est un droit à conquérir, sinon c'est un mot vide, et ce n'est pas l'égalitarisme. Chacun doit pouvoir aller au maximum de ce qu'il est capable de faire. Et une liberté fondée sur le savoir et la raison. Donc, c'est des principes fondateurs qui ont été repris lors de la Commune et lors de la fondation de l'école républicaine pour laquelle Jean Massé a tant fait. Et c'est des débats, disons, qu'on a encore aujourd'hui. Alors, je vais terminer par une citation de Condorcet. Ni la Constitution française, ni même la Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire. Leur enthousiasme ne sera point fondé sur les préjugés, sur les habitudes de l'enfance. Et on pourra leur dire, cette Déclaration des droits qui vous apprend à la fois ce que vous devez à la société et ce que vous êtes en droit d'exiger d'elle, cette Constitution que vous devez maintenir aux dépens de votre vie, ne sont que le développement de ces principes simples, dictés par la nature et par la raison dont vous avez appris dans vos premières années à reconnaître l'éternelle vérité. Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auront été brisées. En vain ces opinions de commande seraient d'utile vérité. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. Je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup Nicole.